Allez-y. Bonjour. C'est bon? Comment ça va? Bon, tant mieux. Alors on va faire la réponse des dirigeants, parce que l'État, qui est un grand employeur, on va regarder un petit peu ce qui se passe. On va essayer de partager des superbes actions qui sont menées. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des dirigeants qui ont des parcours très différents, des entreprises aussi qui ont des ADN très différents. Je vais peut-être commencer, Sophie, par une question. Dans tout ce qui a été mis en avant tout à l'heure, on parlait du mentoring, on parlait aussi de la formation, on parlait de finalement la possibilité d'être un ascenseur social. Ma première question, c'est au sein du groupe Korian, la diversité, comment c'est traité? Et puis surtout, c'est quoi les actions concrètes qui marchent, hein? Vaste question. Peut-être d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui à cette table ronde. Et parce que c'est la question le thème de la journée est vraiment un thème qui nous occupe chez Korian depuis assez peu de temps, si j'avais à dire les choses. Parce que, pour être très sincère et très direct, le groupe Korian aujourd'hui, c'est 60 000 salariés qui sont essentiellement des salariés EES. C'est 86% de femmes. Nous sommes actifs dans les métiers de la santé, de l'accompagnement des personnes âgées. Et ma première priorité depuis maintenant 5 ans, ça a été d'abord de m'attacher à promouvoir l'ascenseur social pour les femmes. Parce que j'étais extrêmement choquée, en prenant les rênes du groupe il y a 7 ans, de découvrir que 86% de salariés EES dans 7 pays d'Europe et moins de 50% des cadres dirigeants étaient des cadres dirigeantes. Et ensuite, au niveau du comité exécutif, comité de direction générale, en tirant beaucoup, on arrive à 30%, ce qui, à mon sens, ne va pas. Donc la première des questions, ça a été de nous dire comment est-ce qu'on arrive à susciter des viviers de dirigeantes qui osent finalement se porter candidate, qui osent se dire qu'elles le peuvent, qu'elles le souhaitent, et comment on les accompagne. Et la réponse, ça a été, alors on n'a rien inventé, ça a été tout ce qui a été dit pour la fonction publique par le ministre qu'on vient d'entendre, ça a été mesurer, se fixer des objectifs, avoir des communautés aidantes, et puis promouvoir la promotion et la formation interne, parce que c'est comme ça qu'on arrive vraiment à construire une culture d'entreprise qui est bienveillante et qui donne envie et l'audace d'oser. Alors aujourd'hui, moi je m'étais fixé comme objectif qu'au moins 50% des cadres dirigeants soient des cadres dirigeantes, donc les 150, et aujourd'hui on est à 58%, donc on a en fait en 5 ans augmenté 10 points. Merci. Et maintenant, pour moi, il y a vraiment une deuxième étape. Alors, clairement, je pense vraiment que nous sommes une communauté de professionnels très diverses socialement et par nos parcours et culturellement. Je le pense, mais je n'ai aucun outil de mesure. Donc, je ne le sais pas. La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que le groupe emploie au moins 136 nationalités différentes. 136 nationalités différentes, c'est probablement venant de pays, de régions, avec des parcours de vie, des parcours familiaux, culturels, probablement très diversifiés, mais je n'ai pas de moyen de le mesurer. Donc si je reprends mon parallèle par rapport aux femmes, je ne sais pas d'où je pars et je ne sais pas quel est le bon objectif que je peux me fixer. La seule chose que je sais, c'est que ce qu'on a fait pour promouvoir la diversité de genre, ça vaut aussi très clairement pour promouvoir une culture d'ascenseur social qui reflète ce qu'est le groupe. Donc on mise sur la formation et notamment sur l'alternance. Aujourd'hui, 12% des collaborateurs du groupe sont engagés dans des parcours diplômants de promotion et on s'est fixé comme objectif que 70% de nos cadres, nos directeurs ou directrices d'établissement, nos cadres de santé et évidemment nos directeurs, nos dirigeants soient issus de la promotion interne. Donc à travers ça, je pense qu'on va attraper aussi une capacité à vraiment promouvoir aussi une diversité d'origine, une diversité sociale.
Et c'est pour ça que je suis vraiment très intéressée par la démarche du Club 21e siècle et par cette université, parce que je trouve que la charte que vous êtes en train de construire et que vous allez proposer, si j'ai bien compris, elle pose exactement les bons jalons qui vont nous permettre de progresser tous ensemble, et avec un objectif, je trouve, raisonnable de moyen terme à 2030, parce que construire cela, construire les outils de mesure, construire les parcours de promotion, construire aussi les communautés qui permettent de se dire c'est pour moi aussi, et il n'y a pas de plafond de verre, ça prend du temps. Si on ne veut pas que ce soit artificiel, ça s'accompagne. Et donc je pense que se fixer des objectifs à 2030, c'est vraiment la bonne chose. Mais on est au début du chemin, très modestement, très humblement. Et donc c'est pour ça que je suis très intéressée par tout ce qui va pouvoir être témoigné par mes copanélistes. Voilà, merci beaucoup. Oui, alors justement, donc il y a la formation en interne qui va permettre du coup, et qui permet déjà de finalement se créer le vivier des futurs cadres dirigeants, et puis d'avoir déjà peut-être des directeurs d'établissements ou des directrices d'établissements qui ont des origines très diverses. Moi, j'ai une question pour qu'on puisse partager des actions très concrètes. Alexandre, un groupe comme Adecco qui a plusieurs activités, mais enfin qui a notamment des activités de recrutement. Comment on fait pour s'assurer qu'on ait justement un aspirateur qui va permettre finalement à chacun, à chacune, quelles que soient ses origines, de trouver un emploi dans les bonnes conditions, sans discrimination? C'est un vaste sujet. Merci de m'avoir invité. Et pour y répondre, je pense que assurer, en fait, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, la situation, pour pas se raconter de bêtises, est quand même pas géniale aujourd'hui. Alors, je vais parler du groupe Adecco, et le secteur de l'intérim est un secteur qui, pendant longtemps, n'a pas été exemplaire dans cette matière-là. Beaucoup peuvent s'en souvenir. On est une entreprise de recrutement. Tout à l'heure, il y avait des chiffres. On recrute chaque année 550 000 personnes. Donc moi, j'aime à dire que c'est nous le premier recruteur privé en France. Et évidemment, on est très fortement observé et scruté. Et c'est là que parfois, pas parfois, malheureusement souvent, les pires biais se révèlent. Et pour tout dire, notre secteur, par le passé, a été sanctionné. Et je vais dire quelque chose qui peut sembler paradoxal, mais je pense que c'est important déjà qu'on raisonne dans un écosystème. C'est important qu'il y ait des associations qui fonctionnent comme des garde-fous et qui soient dans leur rôle et qui mettent les entreprises sous pression. C'est pas habituel que les entreprises disent proactivement qu'elles veulent être mises sous pression, mais je pense qu'on est là aujourd'hui pour dire que finalement, à un moment donné, il faut que ça fonctionne de cette manière. Alors, comment on a réagi concrètement dans le groupe Adecco? Premièrement, il y a eu la mise en place, il faut de l'appui et du soutien. La mise en place, c'était au début des années 2000, d'une cellule anti-discrimination. Vous direz c'est peut-être le minimum, mais en fait, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Et vous savez qu'on est dans des secteurs du monde du travail, où il y a énormément, il y a à peu près 2 fois plus de personnes immigrées déjà, donc ça, c'est même pas les origines, immigrées, que sur le reste du monde du travail. Puis, il faut former. Là, plus récemment, on a pris la décision de former non pas simplement les recruteurs, mais 100% des collaborateurs du groupe Adecco à la non-discrimination. Et ça, c'est très important parce que ça signifie lutter contre des biais, et c'est la formation, je dirais, en permanence. C'est souvent la comparaison que je prends, c'est un peu comme l'hygiène sportive, il faut en faire tous les jours et pas une fois de temps en temps. Parce que le problème des biais, en fait, c'est que c'est très pervers, si vous voulez. Les gens racistes ou les comportements racistes viennent rarement de gens qui se disent « oh bah oui, non, je suis raciste en fait », et c'est pas ça qui se passe. Et c'est très compliqué quand vous êtes dans une activité de recrutement et qu'en fait la demande discriminatoire vient d'un client. C'est très difficile de dire à un client qui vous demande des profils plutôt européens, alors que vous devez faire votre chiffre à la fin du mois, « ah bah non, je vais pas chercher des profils européens ». Et pourtant, il faut créer un système où on dise « non, en fait ça c'est illégal et tu as le droit de pas lui dire, tu as le droit et tu as le devoir d'ailleurs de dire non. Et d'ailleurs, voilà comment on va te dire comment dire non. Et voilà comment ton manager doit t'accompagner. Et voilà d'ailleurs s'il y a un problème, comment tu dois remonter à ton manager. » Ensuite, il y a l'évaluation. L'évaluation, là aussi, je pense qu'il y a, et ça on est vraiment d'accord avec Sophie, c'est-à-dire que ça va avec la mesure, on fait ce qu'on peut à notre niveau, mais c'est les appels mystères et le testing. Les appels mystères et le testing. Et ça, vraiment, c'est vertueux parce que, pareil, c'est une remise au carré en permanence des efforts qu'on fait. Donc, vous voyez, c'est très concret et on le fait fréquemment. On le fait fréquemment, il y a le testing et ensuite, il faut accompagner parce que s'il n'y a pas eu les bonnes réponses, après, on fait un retour, un feedback, comme on dit en anglais,
aux personnes qui ont eu des réponses inappropriées. Je reprends le cas qui est un vrai cas, je voudrais des profils européens. Un autre cas, il y a un salon, on voudrait que des profils qui fassent terroir, je cite. Et bien ça, c'est pas possible, d'accord? Donc non, mais c'est la vraie vie, si vous voulez. Et aucune des personnes qui a la tendance de dire, qui voudrait dire oui, ne pense intrinsèquement qu'elle fait du mal. Donc ça va jusqu'à ça, et ça va jusqu'à la sanction. Ça va jusqu'à la sanction, parce que s'il y a un comportement qui dérive, eh ben on sanctionne. Et à la fin, ça porte ses fruits, parce que je ne pensais pas en parler là, mais il y a 1 an et demi, il y a eu une enquête douloureuse pour le secteur, encore une fois, hein, sur les agences de BTP. Avec SOS Racisme. Avec SOS Racisme. Et le taux de réponse, et on peut vraiment écouter les enregistrements, c'est-à-dire que le taux de réponse du secteur, donc là je ne veux rien dire contre les confrères, mais enfin quand même, le taux de réponse du secteur à des questions d'ordre discriminatoire était encore de l'ordre de 40%. Alors que dans le groupe Adecco, et on recrute les mêmes, il était tombé à 0%. Alors, je pense que 0%, il est un peu anormal. C'est-à-dire parce qu'à un moment donné, on est le reflet de la France. Il y a forcément quelqu'un à un moment donné qui a un comportement qui dérive. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça paye. Mais ça veut dire que c'est aussi une action de tous les jours, quotidienne, qui doit devenir une seconde nature avec toute la solidarité du management, parce que, encore une fois, c'est très compliqué pour un directeur d'agence de dire non. Et je suis absolument d'accord avec ce que dit Sophie, c'est que je pense que maintenant, pour aller plus loin, il faut qu'on brise totalement le tabou de la mesure. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc je pense qu'on se cache désormais derrière des principes idéologiques dont on comprend leur origine dans l'histoire de notre pays, d'accord. Mais maintenant, il faut se projeter dans l'avenir et voir qu'on va construire l'avenir à partir du moment où on comprend ce qui se passe au présent. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Et puis je pense que ça parle à beaucoup ici. Et par exemple, chez PwC, on a une activité où on accompagne des entreprises sur des activités d'audit, de conseil, d'expertise juridique ou fiscale. Et on a évidemment les sujets de la même façon en interne, de recrutement, de formation. Et on a aussi les sujets d'interaction avec les clients et d'être capable d'expliquer que finalement, l'inclusion des diversités, c'est un pilier, ça fait partie de notre offre, c'est à prendre ou à laisser. Et donc, il n'est pas acceptable de pouvoir avoir des demandes en disant oui, non, mais dans l'équipe, là, je peux me changer un petit peu ce... Et donc, il faut effectivement former nos talents à apprendre à dire non. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement difficile et d'extrêmement critique. Alors, j'ai envie de me tourner vers des acteurs qui sont plus dans la tech, à ma droite. Avec, du coup, Émilie, je vais démarrer par une question. Salesforce, c'est une entreprise américaine, et donc du coup avec peut-être une histoire des cultures, une approche qui est différente. Est-ce que tu pourrais nous partager finalement les pratiques qui sont mises en place, que tu as injectées, ce qui était déjà présent avant que tu arrives, et finalement comment concrètement tu agis au quotidien pour que finalement les discriminations soient complètement éradiquées, si on peut les éradiquer complètement. Déjà, ravie aussi d'être parmi vous. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Émilie Sidikian et donc j'ai effectivement le grand plaisir d'avoir rejoint Salesforce il y a 2 ans. Et pour tout vous dire, la notion des valeurs pour l'entreprise, moi, j'ai fait un choix. C'est que j'ai fait le choix d'aller dans une boîte de la tech pour rester pertinente, mais surtout d'aller chercher aussi une entreprise qui était militante. Et Salesforce, c'est ça. Ça fait 24 ans d'une entreprise militante qui voit l'entreprise comme acteur du changement et qui s'est engagée dès le démarrage sur une valeur fondatrice qui est l'égalité des chances. Et ça se traduit comment? Ça se traduit à la fois au niveau global par la direction, qui met en place des mesures et des quotas. Donc les quotas, entre guillemets, chez Salesforce, c'est pas tabou. On en parle tout le temps. Alors avec effectivement la restriction de la législation en fonction des marchés, puisqu'aux États-Unis, on peut parler d'origine. Et donc il y a un quota qui a été mis, puisqu'on a atteint 50% des effectifs aux États-Unis et au UK qui sont ce qu'on appelle les représentations minoritaires. Donc ça comprend les femmes, le LGBT, ça comprend aussi les origines. Là, eux, ils ont aussi des sous-groupes, par exemple, sur les latinos, sur les amérindiens. Donc ça va assez loin, en fait, dans cette représentation-là. Et donc ça correspond à 50% des effectifs, 25 000 personnes donc sur les 50 000 aux États-Unis, et ce qui était un quota imposé par la direction. Donc vous voyez,
y a vraiment une intention qui se traduit par des actes et avec des équipes qui sont dédiées, puisqu'on a un responsable de l'égalité, un Chief Equality Officer au niveau mondial, et qui porte l'ensemble de ces sujets et qui vient analyser l'ensemble des processus de l'entreprise, que ce soit sur l'attractivité, la manière de recruter, la manière d'accompagner, la formation et aussi le processus d'évaluation pour faire en sorte qu'on soit dans cette application-là et dans la représentativité de la diversité sur le terrain. Et ensuite, en parallèle, vous avez ce qui vient justement de l'énergie des collaborateurs, ce qu'on appelle des groupes d'égalité, donc des equality groups en anglais. Il y en a 12 au niveau mondial, j'en ai 8 actifs en France. Et alors là, peut-être ça va vous étonner, enfin je ne sais pas si ça vous étonne ou pas, mais genre, je vais vous dire, j'ai le réseau des femmes, j'ai le réseau pour LGBTQ+, j'ai le réseau de Gen Force, donc là on parle d'intergénération. Donc c'est ceux justement qui sont pratiquement à l'âge de la retraite qui disent « Ah bah non, mais nous en fait, on a encore envie de travailler, de démontrer notre capacité à rester dans l'entreprise et à justement transmettre le savoir ». Donc on a un groupe là-dessus. On a un groupe qui travaille aussi par exemple sur les vétérans, donc les vétérans par exemple de l'armée, de la police, de la gendarmerie, qui est aussi un sujet parce que souvent ils peuvent être touchés physiquement et partir plus tôt, être sans travail, donc c'est comment on les ramène au travail. Et puis j'ai des groupes autour des origines. Et ça, c'est pareil, c'est pas un tabou, puisqu'on a AgenPac. Donc, eux, ils se sont déterminés par plaque géographique en termes d'origine. AgenPac, c'est Asie, Océanie. J'en ai un autre qui s'appelle BOLD, donc c'est l'organisation noire pour le développement et le leadership, Black Organization for Leadership Development. Et donc là, en fait, en termes de géographie, ça comprend toutes les personnes d'origine sur la partie Afrique, Caraïbes et Middle East. Et puis, je vais en avoir d'autres, par exemple, pour l'Amérique latine ou autre. Et donc, en fait, ils sont source de propositions et ils bossent sur 3 axes. Ils bossent sur la convivialité. Non, mais je vous jure, j'ai pris 5 kilos, moi, depuis que je suis chez Salesforce. Parce qu'entre Diwali en octobre, entre les fêtes de Noël, entre le Nouvel An chinois pour le passage du lapin, entre le Ramadan, on a commencé, on aura bientôt l'Aïd. Hein, tu vois, oui. Exact. Oui, mais j'ai l'Aïd après. Et en fait, ils sont vraiment source de propositions pour faire vivre finalement au quotidien, au sein de l'entreprise, la diversité culturelle pour que justement, ça soit un non-sujet. Parce que comme ça, en fait, on est dans son travail et on sait que voilà, cette semaine, on a eu aussi le carnaval créole. Puis ça embarque tout le monde, du coup. Et ça embarque ceux qui veulent. Donc les Equality Groups, ce sont à la fois des personnes qui sont concernées par la cause directement, mais aussi des alliés qui ont envie juste de comprendre. Et puis en fait, ils viennent justement démontrer que ça fait partie de la vie de tous les jours et qu'on peut le vivre au quotidien. Alors ça, c'est convivialité. Il y a aussi un deuxième axe qui est en fait sur l'échange, le débat. Et donc, notamment quand on accueille par exemple des candidats, ils peuvent contacter par exemple ces groupes d'égalité parce qu'ils ont une affinité particulière. Il y en a aussi par exemple sur le handicap. Et se dire comment c'est traité dans l'entreprise. Finalement, est-ce que je peux avoir un buddy ou un mentor? Voilà, donc il y a des mentors sur le recrutement, puis il y a des mentors une fois qu'on est intégré. Et puis le troisième axe, c'est les mesures. Et donc, ils sont source aussi de mesures et de propositions à l'entreprise. Et donc, je vais vous donner des exemples. Le congé maternité est passé sur un congé parental. C'est 6 mois temps plein payé. Et ce n'est même pas la notion, par exemple, de maternité. C'est la notion d'accueil d'un enfant dans une famille. Quelle que soit la composition de la famille, que ce soit, par exemple, une naissance ou une adoption ou autre chose, c'est le fait de dire « j'accueille un enfant et j'ai besoin d'un moment pour le gérer ». Par exemple, on peut changer son prénom. Et se dire, non, moi j'ai quelqu'un, il s'appelle Peach, et donc son email est automatiquement fait. Et donc sur le groupe LGBTQ+, pardon, oui, ils sont longs, j'aurais dit à A à Z, ils nous ont demandé ça, de dire, non, finalement, on doit pouvoir s'appeler comme on a envie. Et donc ça, je pense que c'est bien de leur laisser aussi la flexibilité de remonter en fait des mesures qui leur apparaissent comme étant suffisantes pour se sentir à l'aise et mettre 100% de son énergie au quotidien pour son travail et sa performance. Et donc, pour résumer la situation chez Salesforce, c'est qu'on a du coup testé, et puis comme on est une boîte de la tech, on aime bien le test and learn. Hein, chaque année, on tente. Il y a 2 ans, on était parti sur un index sur l'égalité professionnelle qui est à 80 sur 100. Là, on vient de rendre public notre nouvel index, on est monté à 96 sur 100. Autour du COMEX, moi, mais sur mon top 10, j'ai 6 femmes dans le top 10 des salaires, hein, des plus gros salaires, et qui sont de toutes origines. J'ai la patronne, par exemple, de l'ingénierie produit, elle est d'origine algérienne. J'ai ma patronne du recrutement, elle est martiniquaise. Je vais avoir mon DRH, alors lui, il a une histoire de dingue. Il est camerounais,
adopté à l'âge de 15 ans au Cameroun par des parents belges. Et lui, il m'a toujours dit, je ne sais pas comment j'ai fait, parce que je pense que j'avais peut-être 0,001% de chance d'arriver à m'en sortir et d'arriver à faire des études. Et il n'a pas fait des grandes écoles. Par contre, il a eu une telle énergie pour apprendre, apprendre et apprendre. Et c'est un DRH formidable. Et quand je regarde en fait ce qu'on a autour de la table en termes de COMEX, on a tous finalement une conviction qui est de dire oui, il faut adapter le recrutement et le sourcing, oui, il faut adapter l'accompagnement et les formations pour s'adapter au point de départ de chacun. Par contre, on a aussi une conviction, c'est que on ne transige pas sur le niveau de performance et l'exigence que l'on souhaite avoir pour tous. Et ça permet c'est le même pour tout le monde. Ben non, mais ça permet de tuer la question en disant bah tiens, on met des quotas, est-ce que la personne est performante? Bah ouais, regarde. Tout le monde est performant, on a le même process d'évaluation pour tout le monde, donc il n'y a pas de débat. Alors, Mehdi, moi j'ai une question. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Je me suis dit au début de Talent, parce que c'est une belle aussi success story dans la tech, quand il y avait 100 salariés, il y avait 47 nationalités. Alors j'aimerais deux choses. Un, tu nous expliques la recette. Comment, peut-être aussi, parce que c'est finalement à l'origine même de la création de Talent, c'est une histoire de diversité, et que tu nous expliques comment on arrive à injecter tout ça, et surtout à le faire perdurer quand on a une boîte qui grossit de façon successful comme Talent. Il y a plein de questions dans ta question. Je vais essayer d'être le plus court possible. Déjà, Talent a 20 ans. Donc, on s'est créé en 2002. 2002, c'est une période de crise. Donc, une période de crise où c'était plus compliqué d'avoir un job, surtout quand on a été étranger, surtout quand on avait fait des études en France et qu'on était dans un statut étudiant. Et en fait, on est très rapidement devenu l'entreprise qui facilite le changement de statut et qui fait les efforts qu'il faut pour qu'un étudiant, quand il a eu son diplôme, puisse changer sa carte de séjour. Alors quel courage et quel exploit. On a juste regardé le process au niveau de l'administration et effectivement on a accepté de payer 1 800 € pour administrer le dossier. Voilà. Et ça s'est su et très rapidement on a eu toutes les candidatures les plus fantastiques et on aurait pu recruter Isabelle tout à l'heure. On a eu des polytechniciens, des centraliens, des mines qui avaient un diplôme mais personne n'était prêt à faire le pari, ou personne n'était prêt à faire l'effort, ou personne n'était prêt à payer. Ça, c'est la secret sauce. Voilà, c'était la recette. Pourquoi et d'où ça vient? Parce qu'à l'origine, d'abord, je suis franco-tunisien, donc je suis aussi d'origine tunisienne. Talent est une entreprise que l'on a créée à 3 amis. Un juif, un chrétien, un musulman. Donc pour nous, la diversité, c'était une évidence, c'est une source d'enrichissement. C'est en aucun cas une source de crainte ou une source de peur. Donc c'était déjà dans nos gènes et dans notre ADN. Ce qui a conduit au développement de cette entreprise sur des bases où la diversité était une évidence, c'est aussi le côté ou le domaine sur lequel on est, c'est-à-dire la tech. Et c'est vrai que la tech brise le premier plafond de verre pour quelqu'un qui est issu de la diversité. Parce que le premier filtre, c'est un filtre technique, et effectivement on entre. Derrière, les filtres ou les plafonds de verre successifs pour monter en gamme, ils existent toujours, et c'est vrai que quand j'entendais ou j'écoutais Émilie, arriver avec un mindset américain, arriver avec effectivement une ouverture, arriver avec des principes qui s'appuient sur des quotas, ça facilite un certain nombre de choses pour une entreprise qui vient s'implanter en France. Ici, nous en France, les quotas, on n'aime pas. On n'est pas à l'aise avec ça. Et puis on ne sait pas les administrer parce que les Américains, ils savent vous dire exactement quel est le pourcentage de latinos, quel est le pourcentage d'afro-américains. Nous, on n'est pas capable d'avoir ce pourcentage-là et donc on ne serait pas en mesure d'administrer une politique de quotas. Donc on n'a pas les mêmes assets ou les mêmes règles du jeu. Et après, j'ai perdu le sens de la question que tu me posais, Pauline. C'était quoi ?
c'est pas grave. Non, juste que tu me rappelles, tu m'avais dit la secret sauce, j'ai donné, les origines de l'ADN, j'ai donné. Donc là, c'est l'origine de quand on l'ADN. grossit, Quand on voilà. grossit, comment on fait en sorte Quand on grossit. Alors, Ah donc on a voilà, eu un exemple, comment on fait en sorte que ça perdure, tout ça j'avais autre chose. J'avais aussi une autre origine. C'est voilà, c'est la entre guillemets la discrimination à laquelle j'ai été confronté quand jeune ingénieur. J'avais été recruté chez IBM. J'avais donc passé le premier palier, le premier SAS, c'est la technicité. J'avais passé le deuxième, c'est-à-dire le concours qui certifie au bout d'une année de formation que vous êtes bien conforme à ce que l'entreprise attend de vous. Et je l'avais passé de manière assez conséquente, c'est-à-dire j'ai été majeur et j'avais eu les meilleurs résultats jamais obtenus dans le monde. Majeur, vous avez le major. C'est il y a longtemps. Vous avez aussi un ancien ministre. Il y a longtemps. Et quand j'ai fait mes premiers pas dans cette entreprise que j'ai trouvé formidable, c'était vraiment un rêve pour moi de rentrer chez IBM il y a longtemps, c'était fin des années 80, c'est plus la même entreprise, mais c'était l'équivalent d'un Google, d'un Amazon ou d'un Salesforce. Aujourd'hui, on rêvait tous de rentrer dans ces entreprises. Le sergent recruteur qui m'avait recruté, donc qui m'avait sorti de l'entreprise dans laquelle j'étais, je travaillais en recherche et développement chez Alcatel, et qui m'avait expliqué que j'avais rien à faire avec un jean, des baskets et un fer à souder, que mon vrai métier, c'était d'avoir un costume, un attaché-caisse et d'aller vendre les produits IBM. Il avait réussi à me convaincre et il s'appelait Bruno Legris de la Salle, magnifique. Et il était fier, il m'a dit, tu vois Mehdi, je savais que tu étais fait pour IBM, je lui avais dit oui. Il m'a dit, maintenant c'est quoi ton rêve? Je lui ai dit, c'est aller en haut, c'est président. Et là il m'a regardé, mais avec ton nom, ça ne sera pas possible. Et grâce à lui, j'ai quitté IBM pour devenir président de la société que j'avais créée, qui était le premier cabinet. Voilà. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé depuis, et je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus facile, mais les plafonds de verre, ils sont de deux natures. Il y a le plafond de verre qu'on nous oppose et le plafond de verre qu'on s'oppose. Et je ne suis pas persuadé que celui qu'on se fabrique ne soit pas plus difficile à casser que celui qu'on nous oppose. Et ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième, c'est que avec le recul, je commence à vieillir et je commence à avoir de l'expérience. Je me dis que le vrai frein à la diversité, c'est la peur. Et c'est la peur sous toutes ses formes. C'est la peur au moment où je recrute parce que j'ai pas forcément envie de sortir de ma zone de confort. Et si j'ai fait l'X, tant qu'à faire, autant prendre un polytechnicien parce qu'on parle le même langage et ça va aller plus vite. J'ai pas envie de sortir de ma zone de confort parce que si je prends quelqu'un pour lequel j'ai fait un effort administratif et j'ai demandé en plus qu'on paie 1 800 €, je ne sais pas trop pourquoi, derrière, si ça se passe pas bien, on va me le reprocher. J'ai pas envie, ou j'ai pas envie parce que j'aime pas. Et c'est ces craintes-là qui sont en fait les freins à l'enrichissement de la diversité. Et pour finir de répondre à la question, à partir du moment où vous avez la conviction que la diversité est une source de richesse, à la condition naturellement de l'accepter et surtout de partager un certain nombre de valeurs communes qui sont quand même des valeurs humaines, des valeurs humanistes, tous ces plafonds de verre éclatent. Mais le plus difficile, c'est cela parce que c'est très facile de réanimer